Nous poursuivons avec le troisième groupe d'opposition, avec la députée de Gaspé. Très bien, merci, Madame la Présidente. Je vais nous amener sur un tout autre sujet. Je ne sais pas si le ministre s'est ennuyé de nos échanges sur les équipements de protection individuelle. En première année de pandémie, justement, le gouvernement du Québec avait dû suspendre des contrats avec une entreprise qui faisait affaire avec la Malaisie parce qu'il y avait des conditions de travail exécrables et on est dans le domaine là, du gant de nitrile. Puis, le gouvernement du Québec avait investi des gros millions de dollars là, dans l'achat d'équipements de protection individuelle. Puis, je l'avais questionné, justement, c'est quand la première fois, je pense que j'en ai parlé le 20 mars 2021, donc ça date quand même, sur la question d'avoir potentiellement une usine de fabrication de gants de nitrile directement au Québec. Il y avait déjà des discussions en ce sens-là. Même un terrain qui avait été ciblé dans le secteur de Shawinigan, qui avait tout pour se qualifier là, pour implanter son usine là. Et tout ce qu'on attendait pour Medicom, c'était d'avoir un engagement, pas juste en termes d'investissement, mais en termes de contrat. Et il y avait un autre gouvernement intéressé qui semble avoir été peut-être un peu plus agressif dans son offre parce qu'on apprenait ce matin que l'usine va finalement être fabriquée à London, en Ontario. Donc, j'imagine que vous avez vu ça passer comme nous. J'imagine que vous avez même eu des discussions avec Medicom. Qu'est-ce qui est arrivé? Le premier, Medicom a déjà une usine ici. Medicom, on les a aidés et on a des contrats avec eux. Alors, on est très satisfait des contrats. Que chaque province va y avoir sa fabrication de masques. C'est correct. Alors, moi, je n'ai pas eu de problématique avec ça. Quand vous parlez des gants de nitrile, nous avons décidé, pour l'instant, de ne pas regarder cette avenue-là pour différentes raisons. La première raison, c'est que le nitrile, c'est un produit qui vient du pétrole, qu'on ne produit pas ici. Donc, on est dépendant de la Corée principalement. Alors, de bâtir une usine de gants de nitrile où on est dépendant de la chaîne d'appro qui vient de la Corée, bien, on n'a pas réglé l'enjeu de la chaîne d'approvisionnement, d'une part. D'autre part, le ministère de la Santé, qui est ultimement l'acheteur des gants de nitrile, nous a dit on n'a pas d'enjeu des gants de nitrile, on a des contrats d'approvisionnement dans différentes géographies, donc on a éliminé ce projet. Les ententes de gants de nitrile. On a il n'y a accès. Pas de gants de nitrile présentement dans le j'imagine. Il n'y a aucun enjeu présentement aux gants de nitrile au Québec. Alors, donc, de ce que je comprends, le gouvernement du Québec n'a absolument pas l'intention de privilégier des équipements qui sont produits au Québec, puis qui va continuer à favoriser des ententes au plus bas soumissionnaire, comme on a déjà discuté auparavant, puis ne voyait pas une occasion d'affaires là dans une région comme Shawinigan qui aurait pu créer de l'emploi, qui était proche de l'université de Trois-Rivières pour pouvoir même étudier des avenues possibles, comment récupérer le gant de nitrile, comment justement le recycler, tout ce qui était finalement intéressant de ce projet-là en termes de développement régional finalement aussi. Donc, je comprends qu'on a écarté cette avenue-là, que ça n'a jamais vraiment été dans les intérêts du ministre. C'est écarté, vous avez absolument raison. On a des projets beaucoup plus porteurs. Demain, vous surveillerez les annonces qui vont être faites. Et il faut choisir comme communauté. Est-ce que le Québec, à 8,5 millions de personnes, peut être autosuffisant dans tous les produits de santé et d'équipements de protection? La réponse est non. Alors, il faut choisir. Et le gant de nitrile, comme j'ai expliqué, étant donné que le substrate, étant donné que l'intrant vient des produits pétroliers de la Corée, comment qu'on bâtirait une usine de gants de nitrile n'importe où à Terrebonne, la valeur économique du projet n'était jamais un grand projet intéressant. Nous l'avons regardé pour une raison. C'est que si le ministère de la Santé nous avait dit « Nous avons besoin d'avoir un contrat », comme les masques, les médicaments, on a une usine à Montréal. En Ontario, on a une, tant mieux, mais nous, on a une. On est déjà suffisant. Dans le gant de nitrile, le ministère de la Santé a décidé que ce n'était pas un souci pour eux. Conséquemment, étant donné que c'est un projet qui n'avait pas de valeur ajoutée pour l'économie du Québec, on fait d'autres choses. Alors, Shawinigan, on va rester attentif dans les prochains mois. Il risque d'avoir des projets pas mal plus intéressants que celui-là. Et par contre, demain, on va annoncer peut-être un projet dans d'autres équipements qui vont peut-être être aussi révélateurs qu'on a choisi peut-être les bons créneaux.
Donc, le gouvernement ontarien, lui, était capable d'avoir une entente aussi étoffée que d'acheter la moitié de la production annuelle de l'usine, 500 millions de gants. Puis le ministère de la Santé du Québec, lui, avait aucun intérêt à acheter ce produit-là qui aurait pu être confectionné là, au Québec. On fait les masques. Mais pourquoi on ne pourrait pas avoir une vision d'ensemble, puis que l'équipement de protection individuelle... On ira acheter les gants Nitrile de l'Ontario, puis on va pouvoir nous en vendre. Moi, je pense que c'est important pour une politique comme celle-là, d'avoir une politique nationale canadienne, un sujet que j'ai abordé à plusieurs reprises avec le ministre Champagne. On ne pourra pas au Québec être autosuffisant dans tout, surtout dans des équipements qui n'ont pas de valeur ajoutée. Alors moi, je pense qu'il faut, comme géopolitiquement, être autosuffisant en Amérique du Nord, au Canada, et le plus possible au Québec, mais de penser qu'on va faire au Québec tous les équipements de protection, ça n'a pas de valeur ajoutée pour le Québec. L'épinglette là, du Québec que porte le ministre, finalement, c'est juste une apparence? Oula. Faut analyser chaque projet. Là. On fait des masques, là. L'Ontario fait des gants de Nitrile, c'est parfait. C'est parfait. Demain, on va lancer un projet de voir c'est pas mal plus porteur que de faire des gants. Pour ce secteur-là, qui finalement n'a pas été retenu? Je vous répète, nous ne pourrons pas. Autant nationaliste vous pouvez être, autant séparatiste vous pouvez être, il est impossible, souverainiste, m'excuse, merci. Il est impossible au Québec de tout faire les produits d'équipement. Ce serait impensable. J'aimerais beaucoup que le Québec fasse les téléphones cellulaires. J'aimerais beaucoup que le Québec fasse les iPads. Mais il faut se limiter dans des choses où on peut être champion. Dans le cas des EPI, des produits d'équipement de protection, c'est une réaction à la pandémie qu'on a eue. Puis moi, j'étais là quand les masques, c'était problématique. On l'a réglé, ça n'a pas pris bien du temps. Médicon, usine de masques, on peut tout suffire, j'ai pas de pourcentage, le montant est important. On ne peut pas toutes les faire. On ne veut pas toutes les faire. C'est pas intéressant pour le Québec. Il faut créer de la richesse, puis la richesse, ça ne se créera pas avec des gants. Encore faut-il acheter tous les autres équipements de protection individuelle puis d'offrir des gros contrats parce que, bon, on sait les masques à visière, notamment, qui avaient été boudés au Québec, qui ont été achetés en Chine et qui, finalement, n'étaient pas du tout adéquats et qui ont été mis dans un local et pas utilisés, notamment dans les services de garde. Donc, je pense que le Québec, encore une fois, pourrait avoir beaucoup plus de vision et surtout pourrait se doter de politiques d'achat local clairement plus visionnaire là, pour nos entreprises du Québec qui travaillent sur des produits de qualité, non pas sur des produits qu'on peut vendre massivement à prix réduit. Donc, j'invite encore une fois le ministre à être sensible à la cause de ces entreprises-là qui, justement, ont levé la main pour aider le Québec à se sortir là, de crise et du manque de pays qu'on avait en début de pandémie. J'aimerais entendre le ministre nous parler d'économie sociale. Parce que là, il y a plusieurs sujets, puis on n'a pas toujours le temps d'aller creuser tous les sujets en économie. Chez nous, en région, on est doté de beaucoup d'entreprises d'économie sociale qui sont bien implantées, bien connues, qui offrent d'excellents services, notamment à la population aînée qui a bien besoin de services à domicile pour être autonome et vivre dignement dans leur maison. Chez nous, il y a des grosses problématiques, des enjeux financiers, notamment dans nos entreprises d'économie sociale. Et je voulais savoir, quel est le montant, finalement, dans le budget qui est gardé pour l'économie sociale, pour nos entreprises d'économie sociale. On va sortir le montant, mais effectivement, écoutez, l'économie sociale est une partie importante de notre programme. D'ailleurs, ma collègue, la ministre déléguée à l'économie, est responsable d'économie sociale et du programme d'entrepreneuriat. Nous avons établi des programmes avec le chantier d'économie sociale. On est en constant dialogue avec eux autres. Dans le budget, je vais sortir le montant, là, je ne l'ai pas apporté de la main, mais dans le budget, nous avons des sommes qui ont été accordées pour l'économie sociale. Alors, on va continuer à supporter ce segment-là et je suis d'accord avec vous, ça a un impact important sur la diversité qui est requise au niveau régional du développement économique. Il n'y a aucun doute pour moi que ça va devenir une partie importante de notre programme.
Alors, ce qu'on a accordé dans le budget, c'est 137 millions sur 5 ans. 137 millions sur 5 ans. Donc là-dessus, il y a combien d'entreprises qui vont en bénéficier? Je n'ai pas, Québec? le chiffre exact. On parlait de 11 000 entreprises, j'ai de mémoire. Cette heure, ça. On va revenir sur. Je n'ai pas le nombre d'entreprises directement ici. Là. Parce que quand on parlait de virage pour les soins à domicile, il fallait vraiment augmenter les enveloppes considérablement et que les entreprises d'économie sociale, pour nous, au Parti québécois, ont ce rôle à jouer. Ils ont déjà l'expertise, déjà le contact humain avec nos aînés, ont seulement besoin de pouvoir augmenter leur salaire comme partout ailleurs, puis d'offrir la même qualité de soins. Et on sait qu'il manque de soutien psychosociaux à nos aînés, donc ils finissent par jouer un rôle qui est beaucoup plus large que leur mission initiale. Pourquoi on n'a pas répondu à leur demande, finalement, de rehaussement majeur dans leur, pour le budget des entreprises d'économie sociale? Bien, deux choses. Premièrement, il ne faut pas oublier que le 138 millions auquel j'ai référé, c'est un programme existant qui dure sur 5 ans. Mais chaque ministère, parce que l'économie sociale, on parle de structure aussi de corporative, le ministère de la Santé peut encourager des projets à l'intérieur de leur budget. Donc, il faut pouvoir tous les entreprises d'économie sociale qui sont uniquement financées par le MEI. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en a aussi. Je n'ai pas les chiffres. Alors, je donne les chiffres de chez nous, les MEI. Alors, probablement que ce qu'il faudra avoir comme renseignement, c'est plus les programmes totaux, incluant le MTES, puis incluant probablement des sommes qui viennent du ministère de la Santé. Alors, le point étant que, je pense que tantôt on a parlé, le capital humain, les entreprises qui vont donner des services, l'économie sociale est rendue très large. C'est plus juste un segment, c'est plus juste le chantier de l'économie sociale. Je pense qu'on le voit dans des OBNL qui sont financés par d'autres ministères. Peut-être qu'il faudrait que je vous donne, qu'on ramasse l'information colligée pour avoir un meilleur... En termes de développement régional, on n'a pas vraiment de plan clair là, de comment on voit le rôle des entreprises d'économie sociale dans une perspective de développement socio-économique régional. Là. C'est pas ça, parce que 138 millions qui existent de programmes sur 5 ans. On utilise par 5, là, c'est pas le cas que on parle de 25-30 millions par année, c'est quand même pas non significatif. Je pense qu'on a une stratégie, Mme Lecourt, la ministre déléguée, travaille étroitement là-dedans avec les intervenants du milieu. D'ailleurs, c'est un téléphone qui peut être ici, mais on ne t'a pas permis de l'amener. Alors, moi, je pense qu'on est capable de faire des choses, mais ce que je dis, c'est que d'autres ministères aussi financent les organismes. Alors, il faut voir l'ensemble de l'œuvre en termes de financement. Je vais poursuivre sur un autre dossier parce que je n'ai pas eu toutes les réponses à mes questions sur le modèle de coopérative dans le transport aérien. Donc, j'aimerais qu'on revienne sur TREC. Il y a encore eu des articles, il y a encore des groupes chez nous, justement, Solidarité Gaspésie, qui s'est positionné en faveur d'un appui formel du gouvernement du Québec, le 4 millions qui est demandé. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aider financièrement, par exemple, l'industrie aéronautique, Airbus, tout ça. Je sais que c'est pas mal plus les champs d'intérêt du ministre. Mais quand on a déjà une coopérative qui veut offrir des billets pas mal moins cher que le 500 $ aller-retour, qui est déjà convenu, qu'il y aurait des appareils de 78 places plutôt que les espèces d'appareils cigares qu'on a présentement là, dans d'autres compagnies. Je me demande encore une fois là, si le ministre est sérieux quand il dit qu'il va analyser le dossier, où on en est. Vous avez parlé que le projet, dans sa forme actuelle, vous convenait pas. Est-ce que vous avez eu d'autres discussions depuis avec l'entreprise, la coopérative? Il n'y a pas eu de discussion formelle depuis que M. Bonnardel, le ministre du Transport, a lancé son programme la semaine dernière. On va être cohérent avec ce que j'avais dit. C'est que moi, j'avais toujours dit que le rôle du ministère de l'Économie, c'est de parler aux entreprises de tout secteur confondu, de les aider dans le cas où il y a besoin d'aide, et que dans ce cas-ci, je voulais attendre que le programme soit annoncé du ministre du Transport, ce qu'il a fait.
Ça n'aurait pas pu être fait dans le plan. Ça aurait envoyé, me semble, un signal beaucoup plus favorable à ce genre d'initiative-là. Ça aurait été prématuré parce que les choses, vous les faire dans l'ordre. Alors, avant de financer une entreprise, il faut comprendre l'écosystème dans lequel elle va fonctionner. Donc, on a annoncé un programme, c'est 100 $. Il y a des compagnies qui sont venues nous voir déjà pour dire, avec ce programme-là, on a besoin d'aide pour acheter des avions, faire des choses. On va regarder toutes les compagnies aériennes, on ne choisira pas. On va parler... Prêt à donner encore plus d'argent à d'autres compagnies aériennes déjà implantées, mais pas nécessairement à offrir une concurrence, ce qu'on souhaite vraiment en région, là, une concurrence dans le domaine aérien pour pouvoir bénéficier de tarifs réduits, puis qu'un jour l'État commence qu'il n'y aura plus besoin de financer, puis qu'on aura un modèle qui fonctionne sans intervention de l'État. Je pense que c'est ce qui est souhaitable aussi de votre côté. Donc, pourquoi 4 millions pour vous sur un plan de 261 millions? C'était trop. C'était pas souhaitable. On va pas de choses qui n'ont pas rapport. La chose que j'ai dit, c'est que le programme que M. Bonadel a lancé, c'est un programme pour permettre aux individus qui voyagent d'avoir une subvention. Après ça, les gens dans l'écosystème qui donnent les services, à la lecture du programme, qui va durer pour 3-4 ans, on ne sait pas combien de temps exact, j'ai oublié de durer pendant 3 ans. Là, il y a une plateforme qui est connue. Alors, chaque entreprise va regarder son plan d'affaires, va déterminer si elle a besoin de l'État ou non de participer et va agir en conséquence. Alors, ce que j'ai dit, c'est que TREC, comme toutes les autres, on a aidé personne durant la pandémie au niveau aérien, sauf un programme de PAC. Il y en a qui a eu un PAC là, pour des raisons de survie. Mais il n'y a pas eu de programme structuré. On voulait attendre que ça se passe. Maintenant que ça, c'est là, toutes les sociétés qui ont un projet pour augmenter la fréquence des vols, pour augmenter leur efficacité opérationnelle qui viennent nous voir, on va les supporter comme TREC. TREC, quand elle est venue nous voir, j'avais dit publiquement que la structure proposée n'était pas appropriée. Elle ne l'est pas encore aujourd'hui. Alors, s'ils changent la structure et si le partage de risques affecte le privé, on va le considérer. On n'a absolument rien contre TREC. Donc, pour le ministre de l'Économie, le plan qui offre un tarif réduit qui s'adresse surtout pour les touristes là, québécois ou de l'étranger, c'est un plan qui est complet et visionnaire pour l'industrie aérienne au C'est Québec? ce qu'il fallait mettre en place, effectivement. M. Nadal a mis un très bon programme en place et je commande son programme. Vous avez besoin d'un an et demi pour mettre ça en place? C'est quoi qui a pris monde, tout ce temps-là? Il n'y a pas grand monde qui était à l'aéroport de Gaspé durant la pandémie qui voulait voyager. Alors, il n'y a pas grand monde, quoi? Il n'y a pas grand monde à l'aéroport de Gaspé qui attendait un avion. Moi, j'étais là chaque semaine, Ouais, puis je peux vous dire que c'était pas facile. Le trafic aérien n'a pas été... Oui, mais ceux qui le voyagent régulièrement, les entrepreneurs qui sont écartés là, du programme présentement, les petits entrepreneurs qui le font à chaque semaine, comme moi, que je croise à toutes les semaines, malheureusement, ils ne retrouvent rien dans ce plan-là qui leur bénéficie. La même chose pour moi, la même chose pour plusieurs cadres, fonctionnaires qui se retrouvent complètement écartés parce que le prix, c'était pas ça l'enjeu comme tel, c'était toute la question de la fréquence, la question de la qualité de service, de l'horaire des vols. Donc, est-ce que vous avez été consulté est-ce que les entrepreneurs vous ont parlé de ces enjeux-là? C'est sûr, mais encore une fois, durant la pandémie, c'était pas le temps de mettre des programmes en place. Là, les post-pandémie, l'activité reprend. On a mis le programme en place. Selon moi, c'est un bon programme. Si vous avez des questions sur le programme comme tel, je vous invite à poser vos questions au ministère des Transports. Maintenant, nous, le ministère de l'Économie, notre rôle, c'est s'assurer que les joueurs qui veulent participer à ce système-là, qui ont besoin d'aide, viennent nous voir. Ce que j'ai dit, c'est très... S'il y a un plan d'affaires qui, selon nos évaluations, tient la route en termes de partage de risques, puis je n'irai pas dans le détail parce que c'est des informations confidentielles. Mais le partage de risques est important parce que j'ai dit tantôt à M. le député de Lafontaine que quand le gouvernement est le pourvoyeur majoritaire d'un projet d'entreprise, ça ne marche pas. Alors ici, il n'est pas l'exception. Alors, il faut que le privé prenne des risques. Il vous reste 1 minute 20 secondes. Donc, on parle d'un plan qui est structurant pour le développement régional, selon vous? On parle de quoi, là? On peut vous référer à quoi? Le plan aérien, en transport aérien régional. Allez voir le ministère des Transports. Moi, je dis que c'est un plan, oui, 500 $. Pour l'économie du Québec, je pense que c'est ça. Il y a quelque chose là-dedans qui... Pour offrir des billets à 500 $, moi, je pense que c'est un bon programme. OK.
Et je vais terminer rapidement pour revenir sur le pacte. On sait, la vérificatrice générale s'est intéressée à ça et il nous a sorti 10 prêts qui ont été autorisés et qui étaient refusés d'emblée, puis finalement qui ont été revus selon des critères qui semblent encore un peu nébuleux. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui ont eu ces prêts-là que les 10 analysés par la vérificatrice générale? J'aimerais corriger ce que vous avez dit qui est faux. J'aimerais corriger ce que vous avez dit qui est faux. Des prêts qui ont été refusés, qui ont été approuvés après, c'est faux. Tous les prêts qui ont été faits, tout, sans exception. Donc, les critères du pacte je peux finir la réponse? Ça avait l'air terminé, votre réponse. Non, je m'excuse. 12 secondes, là. Combien? 12 secondes. 9. Ouais. J'ai-tu du temps? Moi, je vais prendre le temps de Gilles. Je peux faire ça? Vous pouvez le faire, allez-y. OK. C'est important. Alors, aucun des prêts n'a été décidé par le bureau du ministre. Tous les prêts, sans exception. On passait le test des premiers critères, je veux dire, des critères normaux du Tous pacte. les prêts ont été recommandés par Investissement Québec. Tous, sans exception. Et on parle de 10 ou de plus? Peu importe. Il y a eu combien dans le pacte de prêts? 15 000, disons à 1 000. Tous les 1 000, pour les 1 000, je dis 1 000, c'est 1 200, là. Tous les 1562, tous, sans exception, ont été recommandés par Investissement Québec. Maintenant, ce que la VG fait référence, c'est la chose suivante. Il y avait sur le site web d'Investissement Québec un cadre pour donner des balises aux entreprises. Quand les prêts n'étaient pas dans le cadre parfait, mais étaient dans le cadre normé, parce qu'on a eu un décret ministériel, quand ils n'étaient pas dans le cadre sur le site Internet, mais étaient dans le cadre normé, ils passaient par le bureau du ministre. Tous les projets qui sont passés au bureau du ministre, tous les projets étaient dans le cadre normé. Il n'y a aucun projet qui n'était pas normé parce que si nous avions fait un pacte non normé, il y aurait eu un décret ministériel. Il n'y a eu aucun décret ministériel qui a été fait. Ça veut dire que tous les prêts, TOUS, ont été dans le cadre normé. Parfait. Parfait. Ça vous va, monsieur? On parlera offline. Parfait.